Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça sent pas la sponsor là Eh oui, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, les boss. La première. C'est officiel, je suis ambassadrice Kenwood et je te présente mon commis, le Cooking Chef. Les clés médias. Tu vas choisir une plateforme d'investissement avec laquelle tu vas investir. Marie Van Kutsem. Bonjour et bienvenue dans les clés médias. Cette semaine, en France, a eu lieu la Paris Creator Week, 2e édition. Un événement qui a rassemblé des centaines d'influenceurs, influenceuses et tout autant de marques qui savent bien que ces personnalités sont de très bons ambassadeurs et ambassadrices de leurs produits. Mais on ne peut pas faire ce que l'on veut dans l'influence aujourd'hui. Une loi existe pour encadrer le secteur et protéger les consommateurs. Et depuis peu, en Belgique, l'Influencer Marketing Alliance, association professionnelle, a lancé le certificat influenceur, une sorte de brevet garantissant les bonnes pratiques. Comment ça se déploie ? Comment les influenceurs et les agences d'influenceurs intègrent cela dans leur quotidien ? Comment, au fond, le secteur est-il en train de se professionnaliser ? C'est l'objet de ce nouvel épisode des Clés Médias. Bienvenue. Les clés médias. Marie Van Kutsem. Aujourd'hui, je suis à la Paris Creator Week, le rendez-vous qui réunit tous les acteurs autour de la création de contenu. Premier épisode des coulisses de la Paris Creator Week, en direct de nos nouveaux locaux. Donc vous l'avez compris, cette année, on a une équipe de tueurs et on vous prépare une seconde édition absolument incroyable. Je suis vraiment trop content. C'était donc cette semaine. Imaginez de grandes halles lumineuses, une déco pop acidulée, des écrans géants un peu partout, des stands, des salles plus feutrées pour des masterclass avec des pointures du secteur. Bonjour. Waouh, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce merveilleux accueil. La Paris Creator Week en est à sa 2e édition et devient manifestement un rendez-vous entre tous les acteurs et actrices de l'influence. Un lieu de réseautage aussi, car l'idée, c'est la rencontre entre les marques, les agences d'influence qui font les intermédiaires et les créateurs et créatrices de contenu. Marc Lesage-Moretti est le CEO de la Paris Creator Week. Donc la Paris Creator Week, c'est le gros événement de la création de contenu en France et cette année ça passe à l'échelle européenne et on essaie de répondre à toutes les problématiques business qu'il y a derrière la créateur économie. Si on est créateur, comment est-ce qu'on fait des bonnes collaborations commerciales ? Si on est une marque et qu'on veut impliquer un créateur, comment est-ce qu'on fait ? Si on est entrepreneur et qu'on veut créer sa chaîne, comment est-ce qu'on fait ? La création de contenu, c'est un média très authentique, donc ça crée une réelle proximité avec les gens. Pour les marques, YouTube est un excellent canal d'acquisition aussi parce que les créateurs de contenu arrivent à générer plus d'engagement que d'autres canaux de publicité plus classiques. Il faut dire que l'influence a profondément modifié le secteur de la publicité en resserrant le lien entre la marque et le consommateur. Avant la pub, c'était ceci, à la télé, diffusé à tous les publics. Ce qui est sûr, c'est que chez Lustucru, ils font pas de bonnes pâtes sans casser des œufs. Les pâtes aux œufs Lustucru, au moins on sait pourquoi elles sont bonnes. Ça vous a plu, c'est Lustucru. Maintenant, ça peut être ceci, livré à une communauté particulièrement attentive aux questions beauté et santé. Vous le savez, j'adore prendre soin de ma peau et depuis quelques semaines, j'ai intégré le nouveau masque LED CryoGlow de Shark dans ma petite routine du matin. Ce lien, cette proximité entre le créateur ou la créatrice de contenu et son public, c'est évidemment ce qui va intéresser les marques. Mais faire l'homme ou la femme sandwich, ça ne marche pas non plus. C'est ce qu'explique dans cette vidéo sur le compte de la Paris Creator Week, Julien Piquemont, directeur de publication du média Curieux. Aujourd'hui, ce qui fédère une communauté, suscite la curiosité et rameute du peuple, c'est d'être toi et de faire des choses qui te passionnent. Les gens s'attachent avant tout à ta personnalité. C'est un peu comme rencontrer un nouveau pote qui a des choses passionnantes à t'apprendre. Ça s'appelle la relation parasociale. Si t'es pas là pour la fame et la thune, mais plutôt pour partager ton avis ou tes passions, t'es sur la bonne voie, t'as pas de souci à te faire. Et ça marche du tonnerre. Les followers réclament un retour à l'authenticité et à la spontanéité. Alors si on peut toujours commencer sur un petit coin de bureau, dans sa chambre, force est de constater que le secteur de l'influence aujourd'hui se professionnalise et est de plus en plus réglementé pour éviter les abus. En Belgique, depuis 2023, la loi encadre ces partenariats commerciaux. La mention publicité ou annonce doit être clairement visible sur le poste. Le label du réseau social pour ce type de publication doit aussi être utilisé. Ça peut être, par exemple, partenariat rémunéré. Cela doit se faire dans la langue du poste,
Les revenus doivent être déclarés fiscalement et les cadeaux sont imposables aussi. Il y a des amendes prévues en cas de non-respect de ces règles, ça peut grimper jusqu'à 300 000 €. Et toujours dans cette idée d'encadrer le secteur, cette année, l'IMA, Influencer Marketing Alliance, une association professionnelle belge des métiers de l'influence, a lancé le certificat influenceur. Une sorte de brevet à passer pour les influenceurs sur base volontaire. Petite formation en ligne sur la réglementation et les bonnes pratiques. Examen à la clé et à la fin, ce certificat qui donnera confiance aux marques. C'est en tout cas la promesse. Le secteur se professionnalise donc. Est-ce une bonne chose ? Comment ce cadre est-il vécu de l'intérieur ? Et est-ce que l'influence sera l'unique publicité de demain ? On en discute avec nos invités. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Les boss, vous connaissez. Bonjour Émile Dubuc. Bonjour Marie. Vous êtes à la tête de 2 boîtes, Expandia et Spread. L'une aide les marques à entrer en contact avec les influenceurs qui vont correspondre à leurs produits. Oui. Et l'autre aide les influenceurs à faire grandir leur communauté et leurs revenus. Vous êtes un peu des 2 côtés du spectre, on va dire, de ce secteur de l'influence, si on veut. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'avec Expandia, du coup, on a plutôt le parti pris créateur. Donc notre mission, ça va être d'aider les créateurs de contenu à maximiser et diversifier leurs revenus. Donc par plein de sources de revenus qu'on peut développer pour eux. Ça ne se limite pas aux collaborations commerciales comme on peut le voir. Et ensuite, du coup, sur Spread, on est plutôt du coup un SaaS, donc un logiciel, au travers duquel on aide les marques et les agences aussi à trouver, analyser, contacter, travailler avec des créateurs. Vous y étiez, cette Paris Creator Week, vous faisiez partie des speakers, beaucoup de termes anglais évidemment dans ce secteur-là. Est-ce que pour vous, que ça existe, que ça prenne autant d'ampleur, c'est la preuve que l'influence c'est un secteur qui grandit de manière exponentielle ces dernières années ? Oui, tout à fait. On le voit et il y a d'ailleurs une étude qui a été partagée pendant la Paris Creator Week où on a pu constater qu'en fait c'est un secteur qui évolue de plus ou moins 25% par an. Year on year, donc oui, ça a clairement le vent aux poupes comme on dit, et effectivement je pense que c'est pas prêt de s'arrêter quand tu vois que maintenant tout le monde est sur son téléphone et tout le monde suit des créateurs de contenu dans divers univers. C'est vrai qu'on peut avoir cette image des influenceurs télé-réalité qui ont fait beaucoup de buzz pendant tout un temps qui n'était pas forcément positif. C'est plus diversifié que ça évidemment. Oui, effectivement, maintenant on peut créer du contenu dans plein de secteurs et c'est ça qui est passionnant par le milieu. Bonjour Mélanie Guisset. Bonjour Marie. Vous êtes la créatrice de contenu derrière le compte Melting Green, 126 000 followers sur Instagram. Vous parlez de votre potager, de votre restaurant à Bruxelles, de cuisine, de voyage. Vous avez aussi des collaborations avec des marques de vêtements, mais avec un fil rouge, celui de l'éco-responsabilité. C'est un bon résumé ? Oui, c'est pas mal. Merci. On vous entend aussi sur la première, puisque vous avez une chronique dans Tendance Première. On parle beaucoup d'influence, on entend aussi les mots création de contenu. Au fond, est-ce qu'avec l'évolution du secteur, il n'y a pas une sorte de distinction qui est en train de se faire entre les deux ? Parce qu'on a parlé de télé-réalité il y a un instant. Créateur de contenu, est-ce que c'est la même chose ? Alors, je pense d'abord que l'étiquette influenceur est assez négative et que donc la majorité des gens qui font de l'influence préfèrent de toute façon dire « je fais de la création de contenu ». Je pense que la première différence, elle est là, c'est que ce mot, il a été tellement décrié que dans influence, il y a une partie mauvaise influence, il y a une partie j'influence les gens et c'est pas toujours connoté positivement. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a cherché d'autres termes pour définir les gens qui en fait font du contenu pour influencer ou en tout cas pour partager des choses et qui in fine ont des partenariats, donc influence d'une certaine manière. Après, c'est vrai qu'il y a aussi tout un côté... J'ai l'impression qu'en 2025, quand on lance un business, c'est devenu presque incontournable. Et donc, il y a aussi des marques qui font de la création de contenu. Voilà, on ouvre un coffee shop, on fait des vlogs. C'est pas vraiment de l'influence. C'est pour influencer les gens à venir dans le café, mais c'est pas de l'influence comme on a pu le connaître au niveau purement. Je suis influenceuse, je travaille avec des marques et je place des produits. Je pense que la création de contenu, elle est aussi utile pour des émissions de télé, de radio. Donc, ça englobe création de contenu beaucoup plus de choses que juste la représentation qu'on se fait d'une influenceuse de Dubaï, par exemple. Vous définissez comment ? Moi, j'aime pas de commencer par ça. J'aime mieux de parler d'abord du fait que je fais des chroniques sur la RTBF, que j'ai ça, une partie entre aussi, peut-être. Bien sûr, oui, parce que j'insiste sur le fait que c'est connoté négativement dans ma tête aussi. C'est-à-dire que moi, je suis maman de 3 enfants, par exemple. Je sais que moi, quand j'étais enfant, on en remplit peut-être un peu moins, mais le nombre de fois où j'ai dû remplir des questionnaires pour dire ce que mes parents faisaient, mais je détesterais que mes enfants écrivent « ma maman, elle est influenceuse ». Donc, je pense que je me présente davantage comme une entrepreneuse,
un peu multifacette. Et en effet, j'ai une page Instagram qui, effectivement, influence aussi des gens. En 2023, il y a donc cette loi qui est venue encadrer les pratiques des partenariats commerciaux ou rémunérés. On a un petit peu de recul maintenant. Vous, Émile Dubuc, vous discutez beaucoup avec les marques. Est-ce qu'il y a eu, au départ, cette crainte de ne plus pouvoir glisser des produits, l'air de rien, et rendre tout cela bien visible? C'était peut-être une sorte de risque pour les marques? Oui, tout à fait. Après, je pense que les marques les plus sérieuses étaient demandeuses de ce genre de mesures. Ça a permis du coup d'encadrer le secteur, de le professionnaliser aussi et de le rendre beaucoup plus transparent. Pour moi, la transparence, c'est le plus important dans une collaboration entre un créateur de contenu et une marque, que ce soit du coup dans l'alignement entre les objectifs de la marque et la ligne éditoriale du créateur, ou même du coup la transparence vis-à-vis de sa communauté quand il va placer un produit dans son contenu. L'objectif, c'est que ça reste intégré, que ça se fasse de manière naturelle, mais aussi du coup que ce soit notifié à la communauté pour que la communauté justement puisse comprendre que voilà, il y a réellement une collaboration commerciale derrière, quoi. C'est déjà le cas du coup dans pas mal de secteurs. C'est vrai que l'influence du coup, comme c'est un secteur tout nouveau, tout récent, ça a mis un peu de temps à arriver. Et selon moi, c'est une très bonne chose. Il existe aussi notamment la certification ARPP en France, par exemple, qui est l'équivalent. C'est l'équivalent du coup de ce qu'on est en train de mettre en place en Belgique. C'est un certificat, en gros, que le créateur peut décider de passer pour avoir une accréditation qu'il peut partager aux marques. Et pour les marques, du coup, c'est un gage de qualité et un gage aussi de sécurité de travailler avec ce créateur spécifique. On reviendra bien entendu sur cette histoire de certificat en Belgique. Avant cela, Mélanie Guisset, je voulais revenir avec vous sur cette question de la réglementation autour du fait de devoir mettre annonce ou publicité sur toutes ces publications. Vous, au tout début, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Parce que ça changeait quand même beaucoup la donne, non? Oui, après, je l'ai accueilli. Il y a deux versants, en fait. C'est-à-dire que dans un sens, je trouve ça super honnête. Et dans un autre sens, je me disais, mais je vais devoir mettre publicité quand je suis invitée à tester un restaurant qui me tient à cœur. Mais en fait, oui, bien sûr, c'est une publicité. Donc, je pense que c'est assez vite entré quand même dans les habitudes, parce que je suis pas mal d'autres personnes qui font des métiers similaires et je vois que maintenant, je le remarque. Enfin, je pense que les consommateurs ne le remarquent pas, mais moi, je le vois et je trouve que c'est en train de vraiment entrer. Je vois publicité un peu partout, dès que c'est du gifting, dès qu'il y a des collaborations commerciales. Maintenant, même dans les briefings qu'on reçoit de certaines agences, il est indiqué obligation de noter collaboration commerciale, de noter publicité si jamais vous recevez ceci ou cela. Donc, je pense que ça fait un petit peu peur au début, mais qu'en fait, très honnêtement, c'est la transparence avec l'audience. On ne parle que de ça, de dire faut être honnête, faut être transparent. Là aussi, en fait, c'est une publicité. Sachez que si vous aimez mon pull et que je vous donne la référence, c'est une publicité. Il y a tout de même un équilibre à maintenir, on l'imagine bien, parce que si toutes vos publications ont une mention publicité, vous allez aussi faire fuir votre communauté. Oui, et puis on va se refuir soi-même. Quelle horreur de devenir Madame Sandwich. Moi, je suis de l'avis que le contenu doit être à 95% du spontané, soit de l'apprentissage, soit de l'humour, quelque chose qui en tout cas apporte aux gens qui nous suivent, et que de temps en temps, soit pour vivre, soit parce qu'on a vraiment un coup de cœur pour un petit indépendant, un petit entrepreneur ou qui que ce soit d'autre qu'on a envie de mettre en avant, on accepte d'avoir une petite partie de publicité. Mais je pense que la majorité des gens qui sont sur Internet pour suivre des créateurs ou des comptes, c'est pas la publicité qu'ils ont envie de voir. Émile Dubuc, avec votre agence qui soutient les créateurs et créatrices de contenu, vous connaissez bien les différents axes de rémunération possibles. Évidemment, il n'y a pas que ces publicités pour les marques, il y a d'autres choses. Comment ça se rémunère aujourd'hui un influenceur, une influenceuse? Tout à fait. Alors donc, il va y avoir plusieurs sources de rémunération pour un créateur. Ça dépend aussi des plateformes sur lesquelles il est présent. On peut faire du coup de grandes catégories. Il y a les créateurs plutôt format long, donc qui vont faire du contenu sur YouTube. Et ensuite, on va avoir des créateurs qui commencent aussi à faire pas mal de formats courts, donc des formats verticaux. Donc, comment ils se rémunèrent concrètement? Donc, effectivement, il y a les collaborations commerciales. Je dirais que ça représente 50% de leurs revenus quand même. Et après, on va avoir, par exemple, les revenus des plateformes. Donc, il existe plein de plateformes qui rémunèrent les créateurs à hauteur du coup de la visibilité qu'ils vont générer. Ça, le nombre de vues. Le nombre de vues concrètement, exactement, sur leur plateforme. Il existe par exemple YouTube AdSense, il existe la rémunération de TikTok qui rémunère du coup les vidéos de plus d'1 minute. Il existe aussi maintenant Facebook Reels. C'est vrai que Facebook, pendant tout un temps, c'était une plateforme sur laquelle les créateurs un peu plus jeunes n'allaient pas. Et maintenant, du coup, avec ces dispositions de mise en place de rémunération sur les Reels ou sur les Stories, on voit de
plus en plus de créateurs qui, par exemple, étaient sur TikTok, qui commencent aussi à créer du contenu sur Facebook. Et puis, il existe aussi Snapchat, Spotify qui vient de lancer son programme de rémunération. Donc, voilà. Donc je dirais que les plateformes, sur du format court, ça représente plus ou moins 30% des revenus d'un créateur. Sur du format long, ça représente plus de 50% de ses revenus avec le YouTube AdSense. Et puis, il y a les droits d'auteur aussi. Ouais, exactement. C'est assez cool. Il existe des organismes comme la SACD ou la SCAM avec qui on bosse étroitement chez Expandia, qui sont du coup des organismes qui permettent aux créateurs de percevoir des droits d'auteur, donc des revenus liés à leurs droits d'auteur sur leur contenu, qui sont directement négociés et reversés par Meta et YouTube. Et vous, Mélanie Guisset, comment ça se structure vos revenus? On ne va pas vous demander des montants, bien entendu, mais qu'on ait un peu une idée comme ça de des parts. Je suis pas bien à la page de tout ce qu'il est en train de dire. Je me sens Vous apprenez des choses. J'apprends des choses. Donc, mon revenu principal ne vient pas des réseaux sociaux. C'est vraiment un choix. Je pense que je pourrais évidemment faire plus de collaborations, mais voilà, c'est pas la manière dont j'ai décidé de gagner ma vie. Je dis pas que je gagne pas ma vie avec les réseaux sociaux. Je fais des collaborations que je sélectionne et que je choisis et pour lesquelles je suis rémunérée. Après, j'ai une part de mon revenu qui est aussi liée à mes activités d'entrepreneuse, notamment dans l'Horeca. Donc voilà, je structure un peu tout ça. Par contre, je suis uniquement sur Instagram et Facebook. Je n'ai pas YouTube, j'ai pas le temps de faire des formats longs et je me suis jamais lancée là-dedans. Instagram ne rémunère pas pour les vues. Facebook, vraisemblablement, oui, mais je le savais pas. Mais voilà, ce sera l'occasion de se renseigner. C'est ça. Donc voilà, mais je sais que certains font ça à temps plein et arrivent à avoir de très belles rémunérations à la fin du mois en multipliant les canaux de communication. Et vous passez par une agence, vous aussi, Be Influence. Oui. Ça vous apporte quoi, ce genre de service? À quoi ça sert une agence, en fait? Je pense que c'est vraiment différent pour chaque personne. Donc je peux parler de moi, je peux pas dire en général. Je pense que déjà, ça permet vraiment de structurer toute la partie contrat, qui en tout cas pour moi me paraît un monde. C'est vraiment demander des montants, fixer des budgets, vérifier les droits d'auteur, vérifier que l'image va pas être utilisée n'importe comment, que ça va pas être boosté sur d'autres comptes, etc. C'est vraiment la raison principale pour laquelle j'avais besoin d'une agence pour suivre un petit peu ça. Certains le font parce qu'ils ont besoin d'avoir des opportunités, par exemple, qui trouvent que les marques ne les connaissent pas assez. Donc ça permet aussi évidemment que les agences puissent positionner sur différentes campagnes leurs créateurs de contenu. Donc je dirais qu'il y a différentes raisons. On peut aussi évidemment faire ça tout seul. Ça permet d'être accompagné et au niveau du milieu, du réseau et au niveau de tout ce qui est législation et contrat. Émile Dubuc, vous confirmez, vous voyez d'autres choses à ajouter que fait l'agence auprès de ses influenceurs, influenceuses? Oui, tout à fait. Je pense que c'est important d'être accompagné. Nous, on part du postulat qu'un créateur est un très bon créatif, en tout cas la majorité du temps. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner du coup sur tous les autres aspects. Donc, la gestion de leur image, leur collaboration commerciale, la contractualisation de leur collaboration commerciale, mais pas que, aussi l'activation de différentes sources de revenus qui peuvent découler de leur contenu et des fois, ils ne sont pas au courant. Mais donc voilà. C'est vraiment le rôle de l'agence, exactement. Alors, il y a beaucoup de créateurs et créatrices qui vont aussi diversifier leurs sources de revenus, non pas dans le monde virtuel, mais dans le monde réel. Et Sarah Pousset nous fait un petit tour d'horizon. On peut dire que question diversification, ça part un peu dans tous les sens. Par exemple, Thibaut Inchep possède une marque de nutrition de sport. Noolita et Gaël Garcia Diaz ont créé des marques de cosmétiques. Pour Enjoy Phoenix, c'est une ligne de vêtements. Sandrea propose, elle, des formations en ligne. Et puis il y a aussi des contenus un peu plus surprenants comme des pizzas à l'effigie de Mr V, la boisson kombucha de Squeezie, les fast-food de Michou ou des barres chocolatées pour l'influenceur américain Mr Beat. L'année dernière, il a d'ailleurs généré plus de revenus avec cette marque qu'avec ses vidéos. Les coûts de production sont en effet bien moins important quand on sait que chaque vidéo lui coûte plusieurs millions de dollars. Mais si on revient plus proche de chez nous, en France, celle qui a super bien compris le principe de la diversification, c'est Léna Situation. L'influenceuse a créé sa marque, l'hôtel Mafouf. Elle vend une série de produits, des vêtements, des accessoires ou encore de la déco. Mais surtout, elle crée l'événement en ouvrant une série de pop-up stores, chaque fois sur un thème différent et pour une courte durée. La station de ski belge est officiellement ouverte! En 2023, l'hôtel Mafouf avait posé ses valises sur la Grand Place de Bruxelles et en 6 jours, ce simulacre de station de ski a accueilli 10 000 personnes. Elle est inspirante, je trouve qu'elle a vraiment une joie de vivre, elle fait ressortir que du positif. Et donc c'est pour ça que de nombreux jeunes comme ici la suivent.
Et puis Léna Situation mise aussi sur les contenus médias. Son podcast Coach se classe parmi les meilleures écoutes Spotify. Elle y reçoit des stars comme Rosalia ou Rihanna. Elle a sorti 2 livres aussi sur le développement personnel avec des conseils directement adressés à sa communauté. Elle parle de sa relation avec soi-même, de comment il faut s'aimer, faut avoir confiance en soi. Il y a très peu d'influenceuses comme elle qui s'assument comme elle est. Un livre, c'est d'ailleurs aussi sur ce contenu qu'a misé Inoxtag après la sortie de son film Kaizen. Il a publié l'année dernière son premier manga et a réussi à le vendre à plus de 500 000 exemplaires. Il a donc battu les ventes du prix Goncourt, mais aussi des nouveaux Lucky Luke et Blake et Mortimer. Mélanie Guisset, je vous voyais sourire pendant la séquence. Une réaction à cela ? Mais quelle puissance, hein, ça, on part quand même dans un monde qui est particulier. Oui, je ne sais même pas quoi dire. Je pense que la force de ces personnes-là, c'est d'avoir vraiment embarqué les gens avec eux dans une forme de télé-réalité qui fait qu'on peut parfois à 100% s'identifier aux personnes, les trouver tellement sympathiques qu'on achèterait tout. En fait, je pense qu'il n'y a même plus d'enjeu de sortir un bon produit. L'enjeu, c'est de sortir un produit. C'est là où moi, j'ai plus de mal, en fait. C'est que là, il y a quand même une forme de surconsommation. Je ne suis pas certaine que... j'en choisis pas un parmi tous les exemples que vous avez cités, mais quand un tel ou un tel va sortir un pull, va sortir un pop-up de Noël, va sortir un hôtel où on vend des choses ou d'autres, qu'il y ait une quelconque envie de savoir d'où ça vient ou comment ça a été fait. Moi, je suis un peu triste de ça, je rigole, mais en fait, je me dis qu'ils ont une puissance, une influence, mais aussi potentiellement, du coup, une capacité à changer le regard des gens sur les imaginaires collectifs et à pouvoir vraiment... qu'en fait, c'est un levier qui est sous-exploité au niveau de certains aspects du monde. Mais oui, ça marche. Les gens sont surexcités quand ces influenceurs qui suivent depuis des années, qu'ils ont identifiés comme étant presque leurs meilleures copines, sortent le moindre produit. C'est parti. Il y a un canal là qui est d'une puissance phénoménale. Émile Dubuc, cette diversification, c'est quasiment des produits dérivés de la personne, en fait. Ouais, ça pèse lourd, ça, j'imagine. Oui, aussi. exactement. C'est vrai que ça peut être très rentable pour un créateur, comme des fois aussi ça peut être un flop. Et on a les 2 exemples dans le secteur. Après, du coup, ici, c'est vrai que je pense que c'est aussi une responsabilité de la part des créateurs de correctement sourcer leurs produits pour s'assurer justement qu'il n'y a pas des dérives, comme on a pu le voir par exemple avec Shein au BHV, qui ont eu un gros scandale, un gros bad buzz. Je pense que du coup, c'est aussi notre rôle en tant qu'agent de les protéger de tout ça et d'être très sélectif sur les partenaires avec qui ils travaillent ou sur les éventuels projets qu'ils peuvent lancer. Moi, tous les jours, je reçois des demandes de collaboration de sites comme Temu. C'est directement no way, parce que voilà, j'ai pas envie de véhiculer cette image-là avec les créateurs que je représente. Et donc, je pense que oui, c'est d'une part du devoir du créateur et aussi d'une autre part du devoir de l'agence d'accompagner le créateur dans ses choix stratégiques. L'objectif, c'est qu'il puisse durer sur le long terme et que son compte ne soit pas un feu de paille, quoi. Alors, autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est ce certificat influenceur disponible en Belgique depuis octobre maintenant. Alors, il faut payer pour le passer 49 €. Il n'est pas obligatoire, mais il est surveillé par le jury d'éthique publicitaire. C'est un certificat de conformité, de bonne pratique en quelque sorte. Est-ce que Mélanie Guisset, votre agence, elle vous a demandé de le passer ? Elle m'a vivement encouragée à le passer. Il nous l'offre en fait. Ah oui. J'ai pas encore fait la démarche. Je pense que je dois être une des seules parce que il nous le rappelle vraiment presque toutes les semaines. Passez le certificat. Vous avez envie de le faire ? Pas tellement, mais je trouve que j'ai pas encore un avis assez tranché là-dessus. D'abord, c'est pas prétentieux, mais je pense que cette petite formation d'1 heure, elle va reprendre vraiment des règles éthiques que j'ai déjà appris dans mes études et qu'en plus de ça, on reçoit de la part des agences, mais aussi un peu tout le temps si on suit la législation par rapport à l'influence. Donc, je pense pas que je vais apprendre des choses incroyables. Et j'ai beaucoup de mal à me ranger dans cette catégorie-là. C'est pas mon quotidien de faire du placement de produits ou de l'influence. Donc, je sais pas encore très bien si j'ai envie de me retrouver sur cette liste. Ceci dit, je suis pas contre ce brevet, j'insiste. Je pense vraiment que les gens qui se lancent dans l'influence et dans la création de contenu, peut-être plus même les jeunes, doivent comprendre et connaître les tenants et les aboutissants, maîtriser le fait qu'ils ont de l'influence, maîtriser le fait qu'il y a des règles, qu'on ne vend pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, c'est pas que je suis contre, c'est que j'attends un petit peu de voir comment ça évolue. Est-ce que ça peut séduire les marques, Émile Dubuc, qu'un influenceur, une influenceuse ait ce brevet ?
Est-ce que ça peut aider ? Oui, tout à fait. Après, ça va dépendre du coup le secteur dans lequel le créateur va exercer sa profession. Nous, par exemple, on représente des créateurs qui parlent de finance. C'est un milieu qui est très très encadré, que ce soit du coup par les législations, mais aussi du coup par les annonceurs avec qui on travaille, qui eux peuvent être soumis à de très grosses amendes s'ils font pas les choses correctement. Par exemple, un créateur de contenu qui va parler d'investissement, il doit y avoir un disclaimer tout au long de sa vidéo, ce qui des fois peut altérer du coup le reach ou les performances de la collaboration commerciale, mais qui est nécessaire pour justement informer que placer son argent, c'est pas sans risque. Donc selon moi, dans des secteurs comme ça très spécifiques, c'est ultra important que justement on développe ce genre de certificat. Après, il va y avoir d'autres secteurs dans lesquels c'est plus du bon sens en fait, de mettre correctement en avant les collaborations commerciales, aussi de mentionner à son audience que c'est une collaboration commerciale. Ce certificat, au final, c'est une preuve de beaucoup de bon sens. Et je peux comprendre, Mélanie, ton point de vue. Tu n'en ressens pas forcément le besoin de le passer. Je pense que aussi, ça a été mis en place suite à des dérives qu'il y a pu y avoir. On a pu le voir, que ce soit avec les crypto-monnaies, les sites frauduleux. Donc, je pense que c'est une bonne chose que ça ait été mis en place. Mais je peux comprendre aussi des créateurs qui n'ont pas forcément envie de passer le certificat. Ouais. Est-ce que, selon vous, ça devrait devenir obligatoire à l'avenir ? Ça dépend le secteur. Je pense que ça devrait être obligatoire, dépendamment du coup du secteur, de la niche, du sujet que le créateur va aborder du coup dans son contenu. Après, il faut aussi souligner quand même qu'être créateur de contenu, c'est beaucoup de pression. Il y a des créateurs qui ont commencé dans leur chambre, ils sont tout jeunes, ils ont à peine 18 ans, ils se retrouvent avec énormément de responsabilités en fait vis-à-vis de leur audience. Ça permet de venir mettre en fait un peu des balises, de les aider, de les guider quelque part dans leur travail. Oui, tout à fait. Et donc c'est aussi notre rôle, en tout cas nous chez Expandia, on prend ça très à cœur, de les accompagner là-dedans. Et par exemple, on vient de mettre en place un système, parce que la santé mentale, c'est un sujet qui revient, en tout cas, nous, de la part de nos créateurs, de plus en plus souvent. On vient de mettre en place, du coup, une aide, un partenariat avec Let's Talk, qui, du coup, permet de mettre à disposition à nos créateurs des psychologues en ligne, pour qu'ils puissent parler de leurs problématiques, de la manière dont ils se sentent, parce que, idem, si on voit ça comme un business long terme, comme une carrière, c'est important de faire attention aussi à la santé mentale. Donc, oui, je suis pas pour mettre des règles sur des règles, mais je suis pour, par contre, préserver la santé mentale de nos créateurs et les aiguiller pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Il nous reste une trentaine de secondes pour terminer cette émission. J'ai juste envie de vous entendre. Est-ce que pour vous, l'influence est l'avenir de la publicité ? Est-ce que demain, il n'y aura plus que ça ? Je pense qu'on va vers ça. Pour ma part, plus que ça, je ne pense pas. Je pense qu'on sera plus dans des stratégies cross-canal. On va utiliser l'influence dans une stratégie média globale. Mais je pense que oui, ça va prendre de plus en plus de place. En guise de conclusion, il me semble que le cadre légal et ce dispositif de certificat vont dans le même sens, donner une ligne de conduite claire au métier de l'influence. Et c'est visiblement dans l'intérêt de tout le monde, celui des consommateurs, mieux avertis, mieux éduqués à identifier les contenus susceptibles de les pousser à l'achat, et celui des créateurs et créatrices de contenu, qui en jouant la transparence gagnent la confiance de leur communauté, mais aussi celle des marques, pour qui ils sont des partenaires identifiés comme fiables. Merci à Mélanie Guisset, à la tête du compte Melting Green, et à Émile Dubuc, le cofondateur d'Expandia, une agence d'influence et de spread qui aide les marques à trouver des créateurs. À la réalisation de cet épisode, il y avait Antoine Duhartz, à la préparation Sarah Pousset et Marie Van Kutsem. Et si cet épisode vous a plu et vous a appris des choses, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Pourquoi ne pas faire un peu de micro-influence finalement ? À très bientôt pour de nouvelles clés médias.